problème. Ok. Problème. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les indications et les contre-indications du traitement endodontique. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'on va faire le traitement? Quand est-ce qu'on pourra faire le traitement endodontique? Et quand est-ce qu'on ne pourra pas? D'accord? Et là, vous allez voir, c'est-à-dire pour pouvoir faire un traitement endodontique, vous avez des indications bien précises. C'est-à-dire, vous n'allez pas le faire pour ce traitement. En même temps, vous avez des contre-indications, c'est-à-dire des obstacles qui vont vous empêcher, pour réaliser ce traitement. Là, vous savez que, c'est-à-dire grâce à l'évolution technologique et à l'apparition de nouveaux instruments endodontiques, donc les praticiens ils ont eu la possibilité de récupérer un nombre de dents destinées à l'extraction. Puisqu'auparavant, c'est-à-dire toute dent nécrosée était condamnée à l'extraction. Auparavant, c'était une dent nécrosée, c'est le traitement radical, ça veut dire l'extraction. D'accord? Mais dernièrement, avec l'apparition, c'est-à-dire de nouveaux instruments, avec l'apparition, c'est-à-dire de biomatériaux, de nouveaux biomatériaux. Donc, on pourra garder le maximum de dents, vous allez voir. Avant, c'est-à-dire de faire quoi que ce soit, j'ai jugé utile de définir, normalement vous avez vu ça en troisième année, c'est une petite révision, on va revoir qu'est-ce que ça veut dire un traitement endodontique. Donc là, le traitement endodontique, c'est quoi? C'est une procédure qui consiste à traiter les maladies de la pulpe, c'est ce qu'on appelle les pulpopathies. Ça peut regrouper les pulpites, généralement c'est les pulpites irréversibles, symptomatiques ou asymptomatiques, à transformer une dent pathologique en une entité saine, asymptomatique et fonctionnelle sur l'arcade, s'appliquant de l'extrémité coronaire à l'extrémité apicale d'un réseau canalaire, d'une dent ou d'une racine dentaire. Donc ça, c'était la définition du traitement endodontique. Normalement, vous connaissez tout ça, vous avez vu ça l'année dernière. D'accord? Donc, quels sont les objectifs du traitement endodontique? Donc, le premier objectif, il faut insister à éliminer et à neutraliser toutes les substances organiques contenues dans le réseau canalaire. En même temps, parmi les objectifs de votre traitement endodontique, il faut assurer un élargissement canalaire, c'est-à-dire un débridement et un parage canalaire suffisant, un élargissement suffisant pour pouvoir réaliser, c'est-à-dire le troisième objectif, une obturation canalaire, obturation tridimensionnelle. Donc là, vous savez que le traitement endodontique est une microchirurgie. Donc là, par définition, une chirurgie, c'est quoi? Donc tout acte saignant est une chirurgie. Et là, le traitement endodontique est une microchirurgie. Donc là, vous savez, c'est-à-dire dans les autres actes chirurgicaux, donc le chirurgien doit réaliser une incision et par la suite, il doit suturer, c'est-à-dire il doit refermer le site. Dans notre cas, l'obturation canalaire représente la suture. C'est pratiquement la même chose. C'est comme si vous avez fait, c'est-à-dire une chirurgie et vous ne devez pas laisser le site ouvert, vous devez le refermer. Donc, l'obturation canalaire représente la suture de votre c'est-à-dire acte chirurgical. Donc là, quelles sont les indications du traitement endodontique? Donc là, les indications du traitement endodontique, comprennent toutes les maladies de la pulpe dentaire et ses complications. Donc, en général, les pulpopathies, les pulpites irréversibles, symptomatiques ou asymptomatiques. Donc là, si vous avez une pulpite irréversible, dans ce cas, vous devez faire le traitement endodontique. D'accord? Ou bien, on peut, c'est-à-dire poser l'indication du traitement endodontique suite à un traumatisme dentaire, c'est-à-dire une fracture pénétrante, une fracture avec exposition
c'est-à-dire radiculaire, exposition pulpaire. Donc dans ce cas, dans des cas, c'est-à-dire je ne vais pas rentrer dans les détails, vous allez voir ça en traumatologie. Donc si vous avez, c'est-à-dire vous êtes dans le cadre d'une fracture pénétrante, généralement on pose l'indication du traitement endodontique. Là, on va détailler ce qu'on a vu auparavant. Donc, première indication, ce sont les pulpites irréversibles, symptomatiques ou asymptomatiques, d'accord. Les nécroses pulpaires avec ou sans complications. Donc là, vous voyez ici sur la photo une nécrose pulpaire avec complications, avec un abcès, une parodontite apicale, c'est une parodontite apicale aiguë, d'accord. Ou bien dans des cas, c'est-à-dire vous avez un silence sémiologique, c'est-à-dire pas de douleur, mais à la radiographie, généralement, on pourra découvrir des lésions chroniques. Par exemple, comme ce cas, il n'y avait pas une symptomatologie douloureuse, mais sur la radio, c'est-à-dire vous pouvez c'est-à-dire localiser la réaction. Dans ce cas, poser l'indication du traitement endodontique. Toujours dans les indications du traitement endodontique, des fois, on a un pronostic défavorable de la vitalité pulpaire, c'est-à-dire vous avez une carie très profonde avec une probabilité élevée d'exposition pulpaire au cours de la restauration coronaire, c'est-à-dire n'autorisant pas un coiffage pulpaire direct ou bien une amputation radiculaire. Donc, dans ce cas, vous posez l'indication du traitement endodontique. Donc là, c'est très limité. C'est-à-dire, généralement, s'il s'agit d'une personne jeune et tout, il faut tenter à conserver au maximum. Au contraire, d'accord. Mais dans des cas, c'est-à-dire, on n'a pas le choix, c'est-à-dire, on doit poser l'indication du traitement endodontique. Aussi, ça peut être une origine ou bien une raison prothétique. Par exemple, vous voyez ce cas, un cas de traumatisme. Là, j'ai reçu dès le début, d'accord. Donc, c'était une fracture avec exposition pulpaire. Par la suite, on a réalisé une thérapeutique d'apixogenèse et dans un deuxième temps, une dévitalisation. Ici, pourquoi on a dévitalisé? Parce que vous voyez, il reste pratiquement plus rien au niveau de la dent. C'est-à-dire ce qui reste comme structure dentaire ne pourra pas retenir le matériau de restauration définitive. Donc, d'où la nécessité d'un ancrage coronoradiculaire. Donc, dans ce type, on a utilisé un tenant en fibre de verre. Donc, ça, c'est une indication pour des raisons prothétiques, vous voyez, le délabrement coronaire, ce qui nous oblige à faire, c'est-à-dire le traitement endodontique pour chercher l'ancrage coronoradiculaire. En même temps, ça peut être, on a parlé de ça, c'est-à-dire dans le cas de traumatologie, et une fracture dans la position pulpaire. Vous voyez ici le trait de fracture, c'est la pulpe. Et là, la décision est-ce qu'on peut immature, il faut au contraire, il faut à tout prix garder la vitalité. Par contre, s'il s'agit d'une non mature, dans ce cas, vous pouvez poser d'emblée l'indication du traitement endodontique. En même temps, donc la décision thérapeutique, elle est en relation avec la taille de la position pulpaire. Par exemple, si vous avez une exposition vraiment minime, donc dans ce cas, vous devez faire juste un coiffage pulpaire direct ou bien juste une pulpotomie basse, d'accord, et vous conservez la vitalité pulpaire. En même temps, la décision thérapeutique va dépendre du temps écoulé entre le moment du traumatisme et la consultation. Plus le malade consulte vite, plus le pronostic est bon. C'est-à-dire, si vous recevez le malade 1 heure après le traumatisme, donc dans ce cas, c'est-à-dire vous pouvez garder la vitalité pulpaire sans problème. Mais par contre, si vous recevez le malade après 2-3 jours ou bien après une semaine, donc dans ce cas, ça
la, la conservation de la conservation pour le auparavant, celui-là, là j'ai perdu la photo. Pratiquement c'était la même image, un point rouge sur le trait de fracture, pardon. Excusez-moi. Donc un petit point rouge au niveau du trait de fracture. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Comme vous voyez, la malade s'est présentée à notre consultation 1 heure après le traumatisme. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une pulpotomie haute, puisqu'il a vu la perte de substance qui est très importante, une pulpotomie, produit de coiffage, restauration provisoire avec un ciment périonomère. Prochainement, le jour où on va faire le traitement endodontique sur les dents immatures, je vais vous montrer le cas dès le début. Est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne la première partie? La partie des indications du traitement endodontique. Vous avez des questions, s'il vous plaît? Madame, Oui. concernant le stade d'évolution radiculaire pour la dent immature, Oui. on peut pas faire on doit garder la vitalité pulpaire. Vous devez la garder. Pourquoi? Puisqu'en gardant la pulpe, on pourra avoir une maturation de la racine. C'est-à-dire on pourra avoir un apex anatomique. D'accord? Donc là, si vous êtes face à une dent immature, il faut tenter la conservation de la pulpe. Si vous recevez votre malade un peu plus tard, vous tentez quand même la conservation. D'accord? Parce que c'est important. D'accord, merci. De rien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Très bien. Donc, on passe à la deuxième partie. La deuxième partie, elle est très intéressante. C'est-à-dire, là, vous devez connaître c'est-à-dire cette partie par cœur, c'est-à-dire les contre-indications du traitement endodontique. Donc, on commence par, nous avons deux types de contre-indications. Nous avons des contre-indications d'ordre général, c'est-à-dire c'est en rapport avec l'état général du malade, et nous avons des contre-indications d'ordre local, vous allez voir, c'est en rapport avec la dent. Donc, commençons par la première partie, donc les contre-indications d'ordre général. Donc, premièrement, les contre-indications liées aux patients et aux praticiens. Premier point, les étudiants, s'il vous plaît, si vous n'arrivez pas à motiver votre malade à l'hygiène bucco-dentaire, c'est pas la peine de lui faire un traitement endodontique puisque généralement ça marche pas. D'accord? Donc là, la première, c'est-à-dire le premier point que vous devez retenir, c'est la bonne hygiène. Donc vous devez motiver votre malade à l'hygiène bucco-dentaire. Si votre malade présente c'est-à-dire un traitement, une très mauvaise hygiène ou bien une hygiène insuffisante. Donc, Monsieur Engel a dit, un patient qui a conservé ses dents jusqu'à un âge avancé mérite mieux qu'une extraction. Donc là, une personne qui a pu garder ses dents à un âge avancé mérite mieux qu'une extraction. Ça veut dire qu'il vaut mieux tenter de faire, c'est-à-dire le traitement endodontique. Cependant, au niveau, vous avez vu le vieillissement pulpaire, le vieillissement de la dent. Donc là, chez les personnes âgées, on pourra, c'est-à-dire lors du traitement, rencontrer quelques difficultés. Par exemple, vous voyez ici une calcification. Vous voyez, pratiquement, là, on ne voit plus l'endodonte, on ne voit plus, c'est-à-dire la chambre pulpaire. Si vous faites, par exemple, la comparaison entre la première dent et la troisième dent, vous voyez, ici, c'est très étroit, ce qui va rendre le traitement endodontique un peu difficile. Donc, mais là, l'âge ne représente en aucun cas une contre-indication du traitement endodontique.
Très bien. Passons à un autre cas. Le deuxième cas, c'est le cas de la grossesse. Est-ce que vous pouvez faire un traitement endodontique, c'est-à-dire au moment de la grossesse, ou bien il vaut mieux pas le faire? Donc là, le traitement endodontique est toujours préférable à une extraction. C'est-à-dire dans le cas où vous avez une grossesse normale, c'est-à-dire sans contre-indication particulière. Par contre, aucun traitement endodontique de routine ne sera entrepris pendant le premier trimestre de grossesse. Donc là, pendant le premier trimestre de grossesse, il vaut mieux, c'est-à-dire éviter. Mais par contre, si vous recevez la malade dans le cadre de l'urgence, là, vous devez lui faire le traitement d'urgence. Vous savez, lors de la douleur, vous aurez la libération de l'adrénaline et l'adrénaline provoque une contraction des fibres de l'utérus. Donc là, déjà, la grossesse, la malade ou bien la patiente risque de faire soit un avortement ou bien un accouchement prématuré. La raison, c'est la rage de dents, bien la douleur, c'est-à-dire l'excès d'adrénaline, risque de provoquer, c'est-à-dire l'avortement. Donc, dans ce cas, si vous êtes en face à une urgence, donc vous devez réaliser votre traitement d'urgence. Donc, les traitements d'urgence se feront à minima en temporisant le plus possible jusqu'au second trimestre. Donc là, la meilleure phase pour prendre en charge une femme enceinte, c'est bien le deuxième trimestre. Donc là, tous les soins urgents visent à traiter une douleur ou une infection doivent être réalisés sans attendre. Donc là, pourquoi? Puisque là, vous savez, suite à une douleur, vous aurez la libération de l'adrénaline. L'adrénaline provoque la contraction de fibres de l'utérus. Donc là, la patiente risque de perdre son bébé à cause de la douleur. D'accord? Donc là, l'adrénaline endogène sécrétée lors du stress ou bien lors d'une douleur est très importante, ce qui risque de provoquer, c'est-à-dire un accouchement prématuré ou bien un avortement. Donc, après le deuxième trimestre, les soins seront remis pour éviter le risque d'accouchement prématuré, sauf en cas d'extrême urgence. Donc là, si vous avez une urgence, vous devez agir vite. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? En ce qui concerne la grossesse et la personne âgée, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous me répondez. C'est clair. Très bien, donc on termine. Donc, on a vu la grossesse, c'est pas une pathologie. La grossesse, c'est un état physiologique particulier, d'accord? La personne âgée, c'est pas une pathologie. Donc, la première partie, on a vu, c'est-à-dire deux cas particuliers. Dans la troisième partie, vous allez voir les états pathologiques. Donc là, certaines maladies graves sont réputées incompatibles avec le traitement endodontique. Ça veut dire le traitement endodontique est contre-indiqué. D'accord? Donc là, commençons par le premier type de malade, les patients à risque d'endocardite bactérienne ou bien l'endocardite infectieuse. Donc là, en principe, vous avez vu ça en pathologie. Vous avez fait le cours sur les malades à risque, s'il vous plaît. Vous me répondez? Oui, on a déjà fait les malades à risque. Vous avez fait ça en OC ou bien en pathologie? Madame, l'année passée, en patho. Vous avez fait en pathologie? Oui, mais l'année passée, le cours de cette année, mais elle me donne. Ah, de l'année passée. Très bien. Non, l'essentiel, vous avez une idée. Très bien. Donc là, l'endocardite infectieuse ou bien la maladie d'Osler, par définition, l'endocardite infectieuse est la conséquence d'une greffe microbienne sur une valve cardiaque. Elle a des répercussions locales comme les lésions valvulaires et générales, ce qui provoque un risque d'insuffisance cardiaque
de complications infectieuses, vasculaires, urinales. Donc là, ça c'est la définition de la maladie d'Osler ou bien l'endocardite infectieuse. Donc là, le tableau suivant, on va, c'est-à-dire diviser les cardiopathes en deux catégories. À gauche, vous avez les cardiopathes à haut risque oslérien, bien à haut risque d'endocardite infectieuse. À gauche, vous avez les cardiopathes à risque modéré. D'accord? Le risque n'est pas très élevé comme la première catégorie, c'est un risque modéré. Donc là, quels sont les malades à haut risque oslérien? Donc, premièrement, vous avez les malades qui présentant un antécédent d'endocardite infectieuse, c'est-à-dire un malade qui a déjà eu une endocardite infectieuse, les prothèses valvulaires, mécaniques ou biprothèses, ou bien les anneaux prothétiques, d'accord? Les cardiopathies cyanogènes, congénitales opérées ou non opérées. Donc là, ça, c'est la première partie. Donc, antécédent d'endocardite, prothèses valvulaires et les cardiopathies cyanogènes congénitales opérées ou non opérées. Donc, tout ça rentre dans la catégorie A ou bien les malades à haut risque oslérien. Pour le risque modéré, vous avez les autres valvulopathies comme l'insuffisance aortique, l'insuffisance mitrale, le rétrécissement aortique, le prolapsus de la valve mitrale, la bicuspidée aortique, les autres cardiopathies congénitales non cyanogènes, les arythmies, les maladies coronariennes, ou bien les malades, ou bien les patients porteurs d'un dispositif cardiovasculaire implantable comme le pacemaker, par exemple. Donc là, pour cette catégorie, le risque infectieux existe, mais il est modéré. Pas comme la catégorie A ou bien les malades à haut risque oslérien. Donc là, si vous êtes face à un malade qui présente un problème cardiaque, vous n'avez pas le droit de le prendre en charge sans contacter son médecin traitant. Donc là, vous devez demander, nous en clinique, vous pouvez demander aux enseignants quand vous passez en clinique, nous avons un formulaire, c'est ce qu'on appelle la fiche navette. Donc au niveau de la fiche navette, le cardiologue doit remplir la fiche de renseignement, d'accord? Il va nous indiquer le type de la pathologie, le type de la cardiopathie, les traitements en cours, c'est-à-dire il doit nous évaluer les risques, le risque infectieux, le risque hémorragique, le risque syncopal, d'accord? Pourquoi? C'est pour pouvoir adapter votre, c'est-à-dire plan de traitement en fonction, c'est-à-dire en fonction de ce que vous avez comme pathologie. Donc là, le contact avec l'équipe médicale est obligatoire pour connaître la vraie nature de la cardiopathie et surtout pour évaluer l'importance du risque infectieux. Donc là, par exemple, ici, vous avez un exemple d'un courrier pour le cardiologue. Donc là, vous pouvez, par exemple, écrire une lettre d'orientation. Nous, en clinique, nous avons une fiche navette. Vous pouvez la demander chez les enseignants pour avoir une idée. Donc, sur la fiche navette, le cardiologue doit remplir, c'est-à-dire tous les détails en ce qui concerne la pathologie. Très bien. Donc là, pour les malades du groupe A, c'est-à-dire les patients à haut risque d'endocardite infectieuse, c'est-à-dire on a parlé de l'antécédent d'endocardite infectieuse, les cardiopathies cyanogènes opérées ou non opérées et troisième type de malade, ce sont les prothèses valvulaires. Donc, dans ce cas, le risque est élevé. Donc, certains actes invasifs sont contre-indiqués. Donc, premièrement, tout acte invasif autorisé nécessite une antibioprophylaxie. Donc, vous n'avez pas le droit de toucher le malade sans, c'est-à-dire lui administrer une dose flash d'antibiotiques une demi-heure ou bien 1 heure avant l'acte. Pourquoi? C'est pour lutter
contre, vous savez, suite, pourquoi on doit donner l'antibiotique une demi-heure avant l'acte. Puisque là, votre acte est un traumatisme pour le malade, d'accord? Donc là, par exemple, si vous faites une extraction, un exemple, une extraction, donc la brèche créée par l'acte, ça va assurer le passage de quelques bactéries vers le site et par la suite vers la circulation générale. Donc là, quel est l'intérêt? C'est ce qu'on appelle la bactériémie. Donc là, l'antibioprophylaxie, c'est pour lutter contre cette phase de bactériémie, c'est-à-dire le passage des bactéries vers la circulation sanguine. Ensuite, les bactéries vont, c'est-à-dire se greffer sur une valve ou bien sur un cœur déjà lésé, ce qui risque de provoquer des complications type endocardite infectieuse. Donc là, quel est le but de l'antibioprophylaxie flash, ce qu'on appelle flash? Pourquoi? Parce que c'est une dose unique, généralement 1 heure ou bien une demi-heure avant l'acte. Donc là, généralement, on prescrit de l'amoxicilline à raison de 2 grammes par voie orale ou bien par voie intravéneuse. Mais nous, généralement, pour l'adulte, donc pour l'adulte, vous avez 2 grammes administrés à la fois. Donc, auparavant, le protocole était 3 grammes, c'est-à-dire 3 comprimés à la fois. Mais actuellement, les cardiologues ont revu, en collaboration avec les dentistes, ont revu la dose d'antibiotiques. Donc, actuellement, on administre 2 grammes, c'est-à-dire 2 comprimés d'antibiotiques, généralement d'amoxicilline, 1 heure avant l'acte. C'est-à-dire, là, le malade doit prendre, c'est-à-dire le traitement à l'intérieur de votre cabinet, d'accord? Et par la suite, avec l'assistante, vous calculez le temps pour respecter le protocole. Donc là, pour l'enfant, la dose est de 50 mg kg, pareil, donc une dose unique, 1 heure avant l'acte. Donc là, si le malade présente une allergie contre l'amoxicilline ou bien les bêta-lactamines, vous pouvez changer de des cas pathologiques particuliers. Et dans ces cas, le traitement endodontique est, c'est-à-dire contre-indiqué. D'accord? Nous allons voir le premier cas de figure. Ce sont les malades à risque d'endocardite infectieuse ou bien l'endocardite bactérienne ou bien les malades à haut risque d'endocardite infectieuse ou bien ce qu'on appelle la maladie d'Osler. D'accord? Donc là, une endocardite infectieuse par définition, c'est quoi? C'est la conséquence d'une greffe microbienne sur une valve cardiaque. Elle a des répercussions locales, c'est-à-dire ce qu'on appelle les lésions valvulaires et générales, comme le risque d'insuffisance cardiaque, de complications infectieuses vasculaire ou bien rénale. Donc là, qu'est-ce qu'on a dit? Donc la bactériémie, l'endocardite résulte de la bactériémie. La bactériémie, c'est quoi? C'est le passage de bactéries dans la circulation sanguine. Donc la bactériémie, c'est un phénomène physiologique, c'est-à-dire suite à un brossage dentaire, suite à c'est-à-dire un acte dentaire, une extraction, il y aura toujours le passage de bactéries à l'intérieur de la circulation générale. Dans le cas où le malade est sain, donc là, l'organisme pourra se défendre, c'est-à-dire sans problème. Mais par contre, dans le cas où le malade présente un cœur un petit peu lésé ou bien fragile, cette phase de bactériémie risque de provoquer des séquelles à distance, des séquelles très graves, comme l'endocardite infectieuse. Très bien, donc pourquoi j'ai cité la bactériémie? Pour que vous puissiez comprendre pourquoi on doit mettre le malade sous antibiotiques en une seule dose 1 heure avant l'acte, c'est pour lutter contre cette phase de bactériémie. Très bien, donc là, pour pouvoir, c'est-à-dire poser l'indication ou bien la contre-indication du traitement endodontique chez le cardiopathe,
il faut connaître, c'est-à-dire là, vous voyez sur le tableau, nous avons deux types de cardiopathie. Le côté gauche, vous avez ou bien ce qu'on appelle la catégorie A, ce sont les cardiopathes à haut risque d'endocardite infectieuse. Donc là, vous avez trois types de cardiopathie, soit premier, l'antécédent d'endocardite infectieuse, c'est-à-dire un malade cardite infectieuse. Donc là, c'est un malade qui présente un haut risque oscillérien. Donc là, les prothèses valvulaires, les cardiopathies cyanogènes, très opérées ou non opérées. Donc là, cyanogènes, les cardiopathies congénitales cyanogènes, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vu des cas? Ce sont des malades qui présentent un aspect pratiquement bleuté. Le teint vers le bleu. Donc là, vous pouvez taper sur Internet, vous écrivez cardiopathie congénitale cyanogène, c'est en rapport avec la cyanose. Vous allez voir l'aspect, c'est-à-dire l'étiguement des malades. C'est-à-dire le diagnostic est très évident. Le patient, c'est-à-dire sans voir son dossier médical, vous allez les identifier facilement. Et tu as un aspect, un visage bleuté, carrément. D'accord? Donc là, vous cherchez sur Internet, vous allez voir des exemples. Et vous avez les cardiopathes présentant un risque modéré, c'est-à-dire le risque n'est pas très important comme la catégorie A. Pour cette partie, vous avez toutes les valvulopathies, insuffisance aortique, insuffisance mitrale, rétrécissement aortique, le prolapsus de la valve mitrale, la bicuspidée aortique, les autres cardiopathies congénitales non cyanogènes, les arythmies, les maladies coronariennes, et porteurs d'un dispositif cardiovasculaire implantable comme le pacemaker par exemple. Donc là, si vous êtes face à un malade cardiopathe, vous n'avez pas le droit de le prendre en charge sans demander l'avis de son médecin traitant. Donc pour cela, vous devez envoyer un courrier vers le cardiologue, c'est-à-dire, par exemple, ici j'ai mis un exemple. Par exemple, là, le cher confrère, nous recevons en consultation ce jour, madame, monsieur, je vous remercie de m'indiquer si vous jugez qu'il a un risque oscillérien. Par exemple, ça c'est un exemple. Un autre exemple, je vous remercie de m'indiquer la nature exacte de l'affection dont monsieur X nous déclare être porteur. Par exemple, ça c'est un exemple. Nous, en clinique, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons un formulaire, ce qu'on appelle la fiche navette. Vous pouvez la demander en clinique pour avoir une idée. Donc là, la fiche navette, c'est une fiche, c'est un formulaire à remplir en détail avec le médecin traitant. Donc, sur le formulaire, vous allez trouver le nom, c'est-à-dire l'état civil du malade, nom, prénom, âge, antécédent, c'est-à-dire le type de la maladie, le traitement en cours et le cardiologue ou bien l'oncologue ou n'importe quel médecin traitant doit vous indiquer les risques, les éventuels risques pour le patient. Est-ce qu'il présente un risque infectieux? Est-ce qu'il présente un risque hémorragique ou bien un risque syncopal? Très bien. Donc là, pour les malades à haut risque oscillérien, c'est-à-dire les malades catégorie A. Catégorie A, vous avez les cardiopathies cyanogènes, vous avez l'antécédent d'endocardite infectieuse et la prothèse valvulaire. Donc là, les actes invasifs sont contre-indiqués. Là, si vous jugez utile de faire, c'est-à-dire un acte, donc tout acte invasif autorisé nécessite une antibioprophylaxie. Donc là, pour l'antibioprophylaxie, vous allez administrer une dose d'antibiotiques. Vous allez voir, c'est ce qu'on appelle la dose flash, 1 heure avant l'acte, en une seule prise. Généralement, à notre niveau, on prescrit de l'amoxicilline à raison de 2 grammes par voie orale, généralement, le plus couramment par voie orale. Donc là, vous demandez au malade, c'est-à-dire vous faites la prescription une séance avant. Le jour du rendez-vous, le malade doit ramener son traitement. Donc, il doit le prendre devant l'assistante ou bien devant le praticien. Et par la suite, vous devez calculer le temps.
c'est-à-dire il faut faire rentrer le malade une demi-heure ou bien au maximum 1 heure avant l'acte. Pourquoi 1 heure avant l'acte? Puisque là, vous aurez la concentration maximale, la concentration sérique maximale du produit au niveau de la circulation générale. Pourquoi? C'est pour lutter contre la phase de bactériémie. La bactériémie, c'est un phénomène physiologique. Le passage des bactéries suite à une brèche, à une petite blessure, ça c'est normal. Mais chez les malades fragiles, cette bactériémie risque de provoquer des séquelles très très graves par la suite. Très bien. Donc là, c'est le premier cas. Pour l'enfant, vous devez prescrire 50 mg par kilogramme, de préférence par voie orale, quand vous pouvez utiliser la voie intravéneuse, d'accord? En cas d'allergie à l'amoxicilline, vous pouvez changer carrément la famille, vous changez, c'est-à-dire carrément les bêta-lactamines. Vous pouvez prescrire la clindamycine à raison de 600 mg par voie orale, bien par voie intraveineuse. Et pour l'enfant, vous avez une posologie de 20 mg par kilogramme par voie orale ou bien par voie intraveineuse. Donc là, l'antibioprophylaxie flash, c'est 1 heure avant l'acte. Pourquoi 1 heure avant l'acte? C'est pour attendre la concentration sérique maximale de l'antibiotique au niveau de la circulation générale. Donc là, pour lutter contre la bactériémie, qui est la cause essentielle de l'endocardite infectieuse, parce que le passage des bactéries de la circulation générale, même ils vont migrer, ils sur une valve lysée, risque de provoquer, c'est-à-dire des problèmes, de sérieux problèmes. Donc là, les traitements endodontiques ne peuvent être réalisés qu'après vérification de la vitalité pulpaire. Vous devez vérifier la vitalité pulpaire. Donc là, les traitements endodontiques sont réservés aux dents vivantes, monoradiculées, en une seule séance et soudiques. Donc, vous devez faire le traitement en une seule séance soudique. En une seule séance, ça veut dire de la cavité d'accès à l'obturation canalaire et pourquoi pas même la restauration coronaire. De préférence, si vous avez les moyens, il vaut mieux faire le tout en une seule séance. Très bien. Donc là, les traitements endodontiques sur les dents à pulpe non vivantes, ou bien les pulpes, la dent nécrosée, ou bien les reprises du traitement endodontique sont contre-indiquées. Ça, c'est la contre-indication absolue. Les reprises et les traitements sur dents nécrosées. C'est l'extraction d'emblée. Très bien. Donc là, les traitements endodontiques sur les dents à pulpe vivante, même s'il s'agit d'une monoradiculée, d'accord? Une pulpe vivante en plusieurs séances et sans digue, ça, c'est contre-indiqué, d'accord? Si vous n'avez pas les moyens, si vous n'avez pas l'expérience, il vaut mieux extraire au lieu de faire n'importe quoi. Très bien, donc là, vous avez un petit résumé sur la conduite endodontique à tenir chez un patient présentant un haut risque d'endocardite infectieuse. Très bien, donc par exemple, un malade à haut risque d'endocardite infectieuse, si vous êtes face à une dent vivante, ou bien une dent à pulpe vitale. Donc là, l'endodontie strictement contrôlée. Donc, faire une endodontie strictement contrôlée avec une antibioprophylaxie une demi-heure avant l'acte, entre une demi-heure et 1 heure avant l'acte. Une asepsie très stricte, il faut vraiment utiliser du matériel propre, stérile, bien conditionné, avec une digue étanche obligatoire. Il faut faire en séance unique, c'est-à-dire de la cavité d'accès, pourquoi pas la restauration définitive, si vous avez un bon ciment de scellement et vous pouvez faire le tour en une seule séance, d'accord? Et là, l'endodonte, il faut qu'il soit totalement accessible, c'est-à-dire un endodonte totalement accessible, il faut avoir soit une monoradiculée avec une anatomie normale. Si vous rencontrez, c'est-à-dire des aberrations anatomiques, dans ce cas, vous posez l'indication, même s'il s'agit d'une monoradiculée. D'accord? Si vous avez un doute ou là, ça existe un deuxième canal, ou là, dans ce cas, vous
vous faites l'extraction, c'est-à-dire le traitement endodontique est contre-indiqué. Donc là, pour les dents nécrosées ou bien pour les reprises du traitement et la chirurgie endodontique, ce genre d'actes sont strictement contre-indiqués. Donc là, c'est d'emblée l'extraction. Donc là, les anesthésies intraligamentaires sont contre-indiquées chez un patient à haut risque d'endocardite infectieuse. Et bien sûr, il faut toujours contacter le cardiologue. Il faut avoir déjà un bagage théorique concernant les types de cardiopathie, les protocoles. Il faut avoir le consentement du patient et il faut avoir une certaine compétence, d'accord, pour pouvoir réaliser ce genre d'acte. Et en même temps, il faut instaurer un suivi, c'est-à-dire des séances de contrôle pour contrôler le malade. Est-ce que c'est clair pour les cardiopathes, s'il vous plaît? Oui? Madame, quand c'est une pulpe vivante et une dent pluriradiculée, c'est contre-indiqué? C'est l'exo. Oui. L'exo. L'extraction, même s'il s'agit d'une dent vivante, hein, d'accord? D'accord. Donc, les traitements endo sont réservés aux dents monoradiculées à pulpe vivante. Est-ce que c'est clair? Oui, merci, madame. Très bien. Donc, on va voir un autre type de malades à risque. C'est ce qu'on appelle les malades, les cancéreux, c'est-à-dire le risque d'ostéoradionécrose. D'accord? Vous savez, suite le plus couramment, suite à une radiothérapie, donc le malade risque de développer ce qu'on appelle l'ostéoradionécrose. D'accord? C'est une ostite, une mortification osseuse suite à un manque d'irrigation sanguine au niveau de l'os. Donc là, oui. Les patients qui ne sont pas au risque infectieux, qu'est-ce que je dis? Qui fait les maladies qui ne sont pas un risque infectieux? Expliquez-moi. Les cardiopathes qui sont au risque. La deuxième catégorie. La deuxième catégorie, vous devez faire le l'endo, c'est-à-dire sous couverture antibiotique, d'accord, avec une mesure, une asepsie rigoureuse, sous digue, en une seule séance. C'est le cas de toutes les cardiopathies. Donc, à haut risque, généralement, c'est l'extraction. D'accord. Très bien. Donc là, pour les malades présentant un risque d'ostéoradionécrose, donc vous allez voir que c'est un problème complexe qui ne doit pas être traité qu'après toujours consultation de l'équipe médicale. Vous devez toujours envoyer avec le formulaire, vous le cherchez, la clinique mercredi, vous cherchez la fiche navette, vous demandez aux enseignants, ils vous comme une fiche navette. Comme ça, vous allez avoir une idée sur la fiche navette. Donc là, généralement, le cas idéal, le cas est comme le malade avant l'irradiation, c'est-à-dire avant la radiothérapie. Donc là, le traitement endodontique sera réservé aux dents sans complications, c'est-à-dire les dents nécrosées, oui, vous avez le doute, il vaut mieux extraire avant déjà l'irradiation, d'accord? Donc là, le malade présentant des obturations métalliques, vous devez les désobturer. Pourquoi? Parce que tout ce qui est métal risque de dévier les rayons. D'accord? Donc là, si le malade présente des amalgames ou bien des couronnes métalliques, il vaut mieux les déposer. Pourquoi? Parce que ça va dévier les rayons utilisés pour les thérapies anticancéreuses. Donc, par contre, et malheureusement, la plupart des cas en clinique à Zabana, généralement, on reçoit les malades juste avant l'irradiation ou bien après la première cure ou bien après la première irradiation. Donc là, vous savez que les extractions posent des problèmes complexes, c'est-à-dire ce qui risque de provoquer l'endocardite, l'ostéoradionécrose. Donc là, dans ce cas, le traitement endodontique est préférable, d'accord, à une extraction. Donc, ils peuvent être envisagés après une antibiothérapie
et accord de l'équipe médicale. Donc là, pour ce genre de malade, vous demandez une FNS. Il faut voir, c'est-à-dire généralement, avec une aplasie médulaire. Et là, dans le cas d'aplasie médulaire, c'est-à-dire si le système immunitaire ne se défend pas bien, généralement, les thérapeutiques sont vouées à l'échec. Donc, d'où l'importance de demander une FNS pour pouvoir, c'est-à-dire situer votre malade. Très bien. Donc là, pour la prise en charge des malades avant l'irradiation, c'est-à-dire le malade il dit comme je me prépare, la radiothérapie, l'oncologue, bien le radiothérapeute. Très bien. Donc là, si le malade, donc qui dit comme le malade, vous demandez la fiche navette, la fiche de renseignement, premièrement, et vous demandez en deuxième lieu une radio panoramique fidèle, hein, une belle radio panoramique, mais avec superposition et tout. Donc là, il vaut mieux une belle radio panoramique. Et là, les foyers infectieux avérés ou potentiels dans le champ opératoire. Donc, si vous n'avez pas de foyer infectieux, d'accord, dans ce cas, vous organisez des consultations post-radiothérapie. Donc, vous devez contrôler le malade. Par exemple, le malade, il dit comme il n'a pas de problème dentaire. Donc là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire des séances de contrôle. Vous devez faire une réévaluation de la fonction salivaire, parce que généralement, après la radiothérapie, on a une réduction du débit salivaire, ce qui risque de provoquer des lésions carieuses. Et l'idéal, c'est de prescrire une fluorothérapie. Donc, généralement, en clinique, qu'est-ce qu'on fait? On confectionne des gouttières, le gel pendant 5 minutes chaque soir. Pourquoi? Pour renforcer, c'est-à-dire les dents. Par contre, si le malade présente des foyers infectieux, donc dans ce cas, il faut faire une remise en état de la cavité buccale. Donc là, s'il nécessite un détartrage, vous lui faites le détartrage. Et les traitements endodontiques sont possibles pour les dents stratégiques et pour les dents qui présentent un bon pronostic. Donc, par contre, il achète des dents cariées, nécrose avec complications. Il vaut mieux extraire avant l'irradiation. Il vaut mieux éradiquer tous les foyers infectieux avant l'irradiation. Donc là, si vous avez des dents stratégiques avec un bon pronostic, le patient coopérant, donc dans ce cas, vous pouvez faire le traitement endodontique. Mais par contre, si le patient n'est pas coopérant, vous ne le faites pas. S'il n'est pas motivé, vous faites carrément l'extraction dentaire, d'accord, en collaboration avec le radiothérapeute. Ça, c'est le cas où vous recevez le malade avant l'irradiation. Par contre, si vous recevez le malade après l'irradiation, après une dose moyenne d'irradiation supérieure à 30 degrés sur l'os supportant là où les dents concernées, donc là, si oui, il vaut mieux faire un traitement endodontique avec une prise en charge, c'est-à-dire classique, d'accord? Ou bien, vous faites un traitement endodontique pour les dents, qu'est-ce qu'on a dit? Stratégique, bon pronostic, sous antibioprophylaxie. Donc là, l'anesthésie intraseptale, intraligamentaire, osteo-centrale sont contre-indiquées. D'accord? Dans les autres cas, extraction sous antibioprophylaxie systématique jusqu'à la cicatrisation muqueuse. Donc ça, c'était le protocole international pour la prise en charge des malades à risque d'ostéoradionécrose. Est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne cette partie, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions? Non, madame. C'est bon, donc vous m'entendez? Oui. Très bien. Très bien, donc on termine.
Donc, les diabétiques, bien le diabète. Donc là, le diabète ne constitue pas une contre-indication absolue au traitement endodontique. Mais si, puisque le maladie diabétique, non, c'est contre-indiqué. Au contraire. Donc, il y a deux précautions à prendre. La première, elle est d'ordre anesthésique. La seconde consistera à éviter les complications cellulaires ou osseuses qui peuvent prendre une tournure grave. Donc là, le problème chez le cardiopathe, c'est quoi? C'est le retard de cicatrisation. Donc là, pour les malades non équilibrés, donc chez lesquels un traitement endodontique est nécessaire, nous avons deux cas de figure. Soit vous faites un traitement initial sur une dent pulpée, c'est-à-dire la première fois, vous allez faire le traitement. Donc là, le traitement peut être envisagé sans problème. Donc, vous pouvez le faire sans problème. Mais par contre, pour un retraitement endodontique ou bien sur une dent infectée, une dent nécrosée, et que la dent présente un intérêt stratégique majeur, donc dans ce cas, vous pouvez faire l'endo, mais sous antibioprophylaxie, toujours, il faut contacter le diabétologue, il faut toujours contacter le malade. Donc là, l'antibioprophylaxie est fondée sur le protocole de l'endocardite infectieuse. Donc, pratiquement la même chose. Donc, on privilégiera alors des traitements en une seule séance afin de ne pas multiplier les antibioprophylaxies. Le cas échéant, la dent devra être extraite. C'est-à-dire dans le cas où ce ne sera pas possible, dans ce cas, on extrait. Est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne le diabétique? Donc, le diabète ne constitue pas une contre-indication absolue du traitement endodontique, d'accord? Donc là, il faut voir, mais par contre, si le malade présente une parodontolyse avancée, généralement les diabétiques présentent un problème parodontal, dans ce cas, on ne s'amuse pas à faire le traitement, c'est l'extraction. Donc, pour les malades présentant une leucémie chronique et les cancers au stade final, donc là, la décision thérapeutique, c'est-à-dire est-ce qu'on fait le traitement endo ou bien on ne le fait pas, il sera décidé en fonction de l'avis de l'équipe médicale. Donc là, vous voyez, vous contactez l'équipe médicale, ils vont vous évaluer les risques et vous voyez par la suite est-ce que c'est possible ou bien c'est pas possible. Pour les troubles de la coagulation, problème de la coagulation, donc là, au contraire, le traitement endodontique sera toujours préférable à l'extraction à cause du risque hémorragique. Donc, toujours, il faut contacter l'équipe médicale avant, c'est-à-dire de faire le traitement endodontique. Donc là, pour les malades troubles de la coagulation, à savoir, ce sont les malades comme les hémophiles, vous avez l'hémophilie A, l'hémophilie B, vous avez les cardiopathes sous anticoagulants, d'accord? Et vous avez le cardiopathe sous anticoagulants et vous avez la maladie de Brown. Donc là, si vous avez un problème de la coagulation sanguine, il vaut mieux faire un traitement endodontique au lieu de faire une extraction, d'accord? Il faut éviter l'anesthésie intraligamentaire, elle est contre-indiquée. L'anesthésie intraligamentaire et l'anesthésie, surtout l'anesthésie tronculaire. C'est une contre-indication absolue. Pourquoi? Parce qu'on risque de perdre le malade. Il dérive comme un œdème, on risque de le perdre sur fauteuil. Donc là, les malades présentant un problème de la circulation, un problème de la coagulation sanguine, l'anesthésie tronculaire et l'anesthésie intraligamentaire est formellement contre-indiquée. Très bien. Donc, la dernière partie de notre cours, les contre-indications d'ordre local. Premièrement, si vous avez un délabrement coronaire très important, généralement un délabrement, la limite, en sous-gingival, une limite en sous-gingival, la limite de la fracture ou de délabrement, la paroi dentaire, les traits, vraiment en sous-gingival. Donc là, on ne peut pas espérer une étanchéité à long terme, c'est-à-dire l'étanchéité est un facteur très important pour pouvoir garder les dents sur arcade. Si on n'arrivera pas à avoir cette étanchéité, ça veut dire que c'est pas la peine de faire, c'est-à-dire le traitement endodontique. Donc, c'est impossible de reconstituer la partie coronaire
puisque vous avez un délabrement très important, il faut toujours mettre dans votre tête l'étanchéité de votre restauration et l'étanchéité de votre traitement endo. Si vous voyez que c'est impossible d'obtenir une étanchéité, donc il vaut mieux extraire. C'est pas la peine de faire l'endo. Si vous êtes face à des racines très courtes, par exemple, vous voyez ici, dans ce cas, donc là, les racines prothétiquement inutilisables en prothèse fixée, par exemple, des fois, on veut récupérer des racines pour pouvoir, c'est-à-dire par la suite faire des couronnes ou bien un bridge. D'accord? Donc là, le rapport couronne-racine normal, il est de 1-2. C'est-à-dire, si vous divisez la dent en trois parties, normalement, un tiers sera occupé par la couronne et les deux autres tiers par la racine. C'est ce qu'on appelle le rapport 1-2. 1 pour la couronne et 2 pour la racine. Donc, si le rapport n'est pas respecté, ça veut dire on pourra pas faire, ça veut dire c'est contre-indiqué le traitement endodontique puisqu'on n'aura pas un support suffisant pour la prothèse. Donc là, si vous avez des racines courtes, c'est d'emblée l'extraction. Si vous avez une dent isolée, sans antagoniste, et en même temps, cette dent qui n'a pas d'intérêt prothétique, généralement, c'est le cas des troisièmes molaires, les cas des dents de sagesse. Des fois, la dent de sagesse isolée, sur arcade. Donc, dans ce cas, on pose d'emblée l'indication de l'extraction, c'est-à-dire le traitement endo est contre-indiqué. Les traitements endodontiques voués à l'échec pour des raisons parodontales. Par exemple, quand vous voyez ici dans ce cas, une lésion parodontale très avancée. Donc là, ce qui contre-indique le traitement endodontique. Donc, on sera très prudent au niveau du diagnostic et on évitera de pratiquer le traitement endodontique s'il existe des lésions parodontales au stade terminal. Donc là, vous avez ici, par exemple, dans ce cas, ça, c'est pas la peine de faire l'endo, c'est d'emblée l'extraction. Très bien. Nous avons encore deux autres situations qui peuvent provoquer un échec en endodontie. Ce qu'on appelle la déhiscence et la fenestration. Normalement, vous avez vu ça en paro. Donc, c'est quoi la déhiscence? Donc, la déhiscence, c'est une perte, vous voyez ici sur la photo, une perte complète de la table externe vestibulaire ou bien la table vestibulaire ou bien linguale jusqu'à la région apicale. Vous voyez une perte totale de la table externe jusqu'à la région apicale. Donc, il n'y a aucune guérison espérée. Donc, on ne pourra pas avoir une cicatrisation à long terme. En même temps, le cas de fenestration, vous voyez, fenestration, c'est une petite fenêtre au niveau de l'os. Généralement, on regarde des apex. Donc là, vous avez, c'est pas une perte, mais chez qui maladie, c'est une perte totale de la table. D'accord? Des fenêtres, une petite perte de substance, c'est-à-dire bien localisée. Généralement, on regarde avec les apex. Donc, généralement, ça ne donne pas de très, très bons résultats. D'accord? Donc, il vaut mieux, c'est-à-dire, vous voyez, est-ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire une chirurgie, une résection, une fermeture, ou bien un comblement osseux. Si ce n'est pas possible, donc là, il vaut mieux faire une extraction. Très bien. Donc là, si vous avez une fracture radiculaire verticale, vous voyez par exemple ici une fracture, vous suivez la flèche, une fracture verticale. Donc là, c'est une impossibilité de traitement endodontique. Donc, on ne peut pas avoir une herméticité et une étanchéité à long terme. Donc, c'est l'extraction. Par exemple, vous avez ici une autre fracture verticale au niveau du plancher. Pareil, ici, c'est l'exo, c'est l'extraction. On ne peut pas espérer une cicatrisation. Encore, les résorptions radiculaires internes perforantes. Vous voyez ici, ça, c'est une résorption interne, un granulome interne. Vous voyez ici sur le combine, une communication entre l'endodontine et le milieu extérieur. Donc là, si vous arrivez à faire une chirurgie pour pouvoir combler, c'est-à-dire la partie de la racine, sinon,
généralement, c'est l'échec thérapeutique et donc il vaut mieux extraire et faire un implant, bien une autre solution prothétique. Donc là, en conclusion, donc l'examen clinique correct et l'interrogatoire bien conduit permettent de poser le bon diagnostic et de proposer le plan de traitement idéal pour chaque pathologie en tenant compte des facteurs environnementaux, locaux et généraux.